Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis. Nous sommes le 24 février et l'Iran a fait ce qu'il avait prévenu qu'il ferait, c'est-à-dire qu'il a aujourd'hui annoncé la réduction des sites ouverts aux inspections de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc une réduction de la transparence finalement de ce qui se passe en Iran pour le reste du monde. Ce que l'on peut dire évidemment, c'est que ça s'est fait en réaction à les déclarations américaines et les postures déjà de la nouvelle administration américaine qui, après une démonstration de bonne volonté initiale disant que l'Amérique souhaitait revenir dans le JCPOA, eh bien, c'est raidi et il y a eu ce qu'on appelle cette espèce d'échange de bons procédés sur le thème vous en premier, mais non, je vous en prie, ce sera vous. Bref, les États-Unis attendaient que les Iraniens fassent un premier pas. Et les Iraniens qui considèrent qu'ils ont finalement fait un marché de dupes, puisque même après la signature du JCPOA en 2015, les sanctions américaines n'avaient de fait pas vraiment été levées, eh bien n'ont pas fait ce pas. Ils attendent que ce soit les États-Unis qui, les premiers, commencent à remplir leurs obligations avant de prétendre remettre l'accord sur pied. Je crains que, au-delà donc des déclarations d'intention du président Biden, la politique de pression maximale envers l'Iran et contre l'Iran se poursuive. Ça me semble assez dommageable et voire même idiot, parce qu'en fait, c'est la levée des sanctions qui permettrait aux Iraniens non seulement de sortir la tête haute, donc de ce marché de dupes, mais surtout qu'il leur permettrait d'avoir quelque chose à perdre, parce que pour l'instant, ils n'ont pas grand-chose à perdre à rester sur une posture dure. Donc, ils auraient intérêt au dialogue si on leur en donnait quelques raisons. J'ai donc envie de faire une invitation à l'intelligence de la situation et aussi à l'intelligence du cœur, parce que plus on touchera la population iranienne, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, mais pas seulement, plus on la touche dans son niveau de vie et dans ses moyens d'existence, plus les Iraniens, en fait, feront, ils l'ont déjà montré, feront corps autour du régime et autour de ce pouvoir que l'on prétend ainsi affaiblir. Donc, ça pose plusieurs questions. Ça pose une question sur quelle est la véritable visée des sanctions. Est-ce que c'est renverser le régime par le biais de sa population, en la forçant à se soulever, ou est-ce que c'est finalement avoir des durs en face, c'est-à-dire, et notamment après l'assassinat du général Soleimani, on voit bien que, même dans la perspective de la présidentielle qui s'annonce, il n'est pas improbable, il est même assez probable que le régime qui sortira des urnes ne soit pas plus souple ni plus conciliant face à la partie américaine. Je pense pour ma part que les sanctions sont une arme essentiellement commerciale en fait, une arme d'interdiction du marché iranien aux concurrents. Ça se voit aussi, bien sûr, en matière d'armement. Vous vous souvenez peut-être qu'en septembre dernier, il y a eu la fin de l'embargo sur les armements conventionnels à destination de l'Iran, que les États-Unis, le président Trump, a tout de suite promulgué, enfin signé un executive order permettant de réimposer selon lui, toutes les sanctions extraterritoriales, en fait, en matière d'armement. Le problème, c'est que le reste de la communauté internationale, pour une fois, a été, n'a pas suivi les États-Unis et ne s'est pas joint à cette tentative de remettre cet embargo sur les armes,
Alors, c'est étonnant et c'est encourageant de la part des Européens qui, d'une manière générale, sont plutôt dans une attitude très suiviste et très dommageable d'ailleurs pour leurs intérêts de toute nature. Mais évidemment, les grands vainqueurs de cette manœuvre avortée des Américains, ce sont bien sûr la Russie et la Chine qui considèrent que le marché iranien de l'armement est très prometteur. Et finalement, on arrive à une séquence qui est une séquence de durcissement politique et de renforcement de la protection de l'Iran, parce que, sans même parler des accords faits ou en cours de négociation et de finalisation avec la Chine, il est évident que plus l'Iran aura des moyens militaires, des armements militaires, là je ne parle pas du tout du nucléaire, des moyens militaires de montrer sa capacité de résistance, plus il sera difficile de lui faire faire ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire d'aller finalement un peu à Canossa et d'accepter une renégociation de l'accord, son extension, enfin bref, tout ce que les Européens et les Américains ont en tête, qui a très peu de chances de se produire de mon point de vue. L'Iran est un grand pays qui est jaloux de sa souveraineté, qui n'entend pas se faire piller, ni d'ailleurs se faire envahir. Et finalement, tout ce que nous faisons avec cette politique inchangée, en dépit des apparences, de pression maximale, eh bien, c'est forcer la bascule du monde, qui ne se fait pas à notre avantage, qui est en train de se faire à l'avantage, bien sûr, de la Chine, mais aussi de la Russie, d'une certaine façon, et donc, en tout cas, au détriment de ce que nous appelons l'Occident. Donc, il faudrait que les Européens, et bien sûr la France, aient la force de se découpler de cette posture américaine. Et puis, il faut aussi comprendre un dernier aspect qui est important, c'est que justement, à propos de la question de l'armement, autre chose se met en place, c'est eh bien, que la tentation extraterritoriale juridique, qui était celle de l'Amérique, et qui était même plus qu'une tentation, c'est une pratique, eh bien, est en train de s'étendre aux autres. Il n'y a plus qu'une seule extraterritorialité. Il faut savoir que la Chine, en septembre dernier, a mis en place aussi une législation qu'elle peut activer si elle le souhaite, si son rapport de force avec l'Amérique le permet, qui elle aussi est une législation qui impose des sanctions aux entreprises qui ne se plieraient pas à sa volonté. Et la Russie elle-même aussi a dans son arsenal de lois fédérales la possibilité de faire cela. Donc en fait, on est arrivé à un point sur ce dossier où on voit bien toute la lutte entre le caractère complètement polycentrique du monde et des rapports de force aujourd'hui, et notre résistance à admettre cette réalité et à essayer de continuer derrière les États-Unis sur une voie, sur une lancée qui prétend à l'unipolarité et à l'hégémonie américaine qui devrait se poursuivre et être acceptée bon gré mal gré par le reste du monde. Je crains que ça ne se passe pas comme ça et je crains que nos postures qui ne sont pas celles du dialogue, de la coopération et du respect de la souveraineté des États ne nous engage sur une voie plutôt, sinon dangereuse, du moins pas très stabilisante pour la paix du monde ou son apaisement. Voilà, je vous remercie.